parce que la prépa mentale n'est pas uniquement orientée pour les sportifs. Oui. C'est vrai que tu peux aussi le retranscrire dans la vie de tous les jours. Et puis je sentais que parfois j'étais pas le même à l'entraînement qu'en match. Enfin voilà, je me posais des questions. Sur la réserve, Ouais, trop tendu. ouais. Est-ce qu'on a droit à une deuxième On reconversion? a tous droit à une deuxième reconversion, je pense. Avec le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question. Moi, c'était avant Covid déjà. J'avais envie de créer quelque chose, d'y aller en fait. Mais c'est vrai que bon, j'étais dans l'hôtellerie, j'étais installé, j'avais mon job. Me dire comment on bascule vers une nouvelle carrière. Ah, ben oui, Demain, tu te dis juste, je veux faire du sport, ou Ouais. je veux courir. La motivation, des fois, elle est... Mais pourquoi je fais ça? C'est quoi l'objectif? Teddy Riner a une préparatrice mentale. Il y a plein de sportifs à très haut niveau qui ont des préparateurs mentaux. Tu mets les gens en face d'eux-mêmes, quoi. Parfois, oui. Parfois, oui. Je crois plutôt aux notions du travail et de la motivation. Oui, parce que qu'est-ce qui fait la différence à la fin? Non, mais c'est une super question. Que devient un sportif de haut niveau une fois sa carrière terminée? A-t-on le droit? N'a-t-on le droit qu'à une seule reconversion? Le physique est-il le seul atout d'un sportif? Un footballeur peut-il devenir psychologue? Ça fait beaucoup de questions tout ça. Heureusement, nous avons le temps d'y répondre. De Lens au bord du Léman, mon invité a roulé sa bosse de footballeur. Aujourd'hui, je reçois l'Alingeois, Nicolas Leblanc, ancien défenseur central de l'ETG et aujourd'hui préparateur mental et physique. C'est ce parcours qu'il va nous expliquer aujourd'hui dans Chablaisien le podcast. Bonjour Nicolas. Salut Michel. J'ai bon? C'est tout bon, sauf physique. Physique. Préparateur mental uniquement. Ah oui, alors, ça je l'ai rajouté parce que j'ai mon producteur qui m'a dit « Non, il fait le physique aussi !» Je vous jure. Pas encore. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Ok, donc mental, on est dans le mental. Exact. Donc je l'ai dit, Nicolas, vous avez une carrière de footballeur professionnel quand même assez longue. Et vous êtes originaire de quelle région vous Je suis du Pas-de-Calais, je suis originaire d'Arras. Ah oui, donc Arras, Lens, ouais, pas très loin. On y était. On y était, ouais, j'ai fait ma formation à Lens, donc j'ai vécu à Lens après, j'ai joué à Lens jusqu'à 20 ans. Ah oui, donc de 13 ans à 20 ans, je fais toute ma formation au RC Lens. Ouais, le centre de formation, le fameux Au Nord, c'était les corons, tout ça. C'était pas encore la chanson emblématique, mais bon. C'est arrivé en quelle année ça? Quand Pierre Bachelet est mort. Ah d'accord, pas avant. Non, pas vraiment. Bon, ça a peut-être été entonné, mais voilà, non, pas... Donc du coup, déjà un vrai physique de défenseur central, si j'ose dire. Ouais, j'ai perdu un petit peu en musculature, on va dire, mais je me suis affiné un peu. J'ai fait un peu de course à pied, tout ça à côté, donc... Mais voilà, Lens, puis j'ai vu aussi un peu en Allemagne. Ouais. Après Lens, comme je suis pas passé pro à Lens, je suis allé une année en Belgique, je suis allé une année en Allemagne, donc c'était bien. J'étais jeune, voilà, les voyages forment la jeunesse. Oui. Et puis, je suis rentré en France, je suis allé à Dieppe, en Seine-Maritime, et après j'ai atterri ici dans la région. Parce que c'est un peu ça, la vie d'un jeune footballeur. Ouais. C'est un peu une vie de déraciné. Enfin. Ouais. C'est vrai qu'on espère toujours signer pro, on va dire, dans son club formateur au départ, et puis on pense qu'on va être qu'on va s'installer. Mais effectivement, faut être prêt à bouger, à refaire les sacs et les valises de temps en temps. Parce que dans le football, il y a quand même beaucoup d'appelés. Enfin voilà, c'est un des sports les plus pratiqués dans le monde. Dès le plus jeune âge, c'est le rêve aussi de beaucoup d'enfants de devenir joueur professionnel. Donc il y a beaucoup d'appelés. Et finalement, il y a quand même peu d'élus. Ouais, non, c'est clair. Dans les centres de formation et même avant, on est énormément. Aujourd'hui, il suffit de regarder les clubs pro en France, combien de joueurs sortent de leur centre de formation. Très peu quand même. Ouais. Donc il y a des jeunes qui s'expatrient. Après, il y en a qui aujourd'hui arrivent à percer, Ligue 2, Nationale. On va dire que c'est encore le monde pro quand même en national. Voilà, les gars s'entraînent tous les jours, sont sous contrat, donc voilà. Mais effectivement, pas facile de percer. Hein. Et du coup, sur cette jeunesse, parce qu'on rentre à quel âge en centre de formation? Ça dépend. Non, je sais pas. Ouais, non, ça dépend. Hein, de 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, ça va dépendre. Ouais, donc c'est l'adolescence, la préadolescence. Ouais. Donc c'est en plus, psychologiquement, c'est des périodes qui sont charnières. C'est charnière parce que tu as les études à côté à gérer quand même. Donc même si à un moment donné, il y en a beaucoup qui souhaitent laisser de côté et arrêter et tout miser sur le foot, parce que parfois il y a des contrats qui arrivent très, très jeunes aussi. Hein. Mais bon, il faut aussi penser
penser au côté... Parce que du coup, pendant la formation, au centre de formation, c'était quoi comme étude? Moi, j'étais collège au début, ouais. donc 4e, 3e, après lycée. Et puis après le lycée, donc j'ai eu le bac. Et derrière, souvent, tout le monde s'arrêtait. En général, à l'époque, déjà, tout le monde s'arrêtait. Donc, c'était dans les années 90. Et moi, j'ai continué. J'ai continué un petit peu en fac de STAPS. Fac de STAPS, ouais. Donc, j'ai fait 2 années DUG. Oui. Et puis Ah, voilà. mais quand même, oui. Enfin, ouais. donc Je tenais à continuer. Ouais. Il y avait le physique, le potentiel, puis la qualité du joueur. Ouais. Même si pour être défenseur central, franchement. Bah, tu marches. Tu t'anticipes, tu te mets derrière les autres. À part le boitage. C'est ça, c'est ce que vont dire certains, mais du coup, ils couraient pas. Un petit coup de tête de temps en temps. Voilà, c'est tout. Voilà, sur les corners. C'est facile. Après, on check un peu le gardien, t'as vu. C'est tout ce qu'il y a à faire. Non, plus sérieusement, donc il y a cet entraînement, donc il y a eu aussi l'esprit, donc parce que voilà. Et du coup, c'est arrivé à l'ETG, ça s'est passé comment? L'ETG était déjà en Ligue 1 ou... Non, loin de là. Ils étaient en national, donc l'équivalent de la 3e division. 3e division. Le club s'appelait Croix de Savoie. Ah oui. Donc c'était en 2005. Oh mon Dieu. Ouais, c'est pour ça que je suis chablaisien d'origine maintenant, je veux dire. C'est pour ça que je suis dans le podcast chablaisien, je me suis incrusté. Oui. Mais non, je suis arrivé en 2005. Le club était encore basé à Gaillard, Villagrand. Ouais. Donc la première année, j'habitais à Annemasse. Je suis arrivé là en 2005 parce qu'il y avait un joueur qui jouait là, qui me connaissait un peu, qui avait parlé de moi à Pascal Duprat. Donc voilà, j'ai signé là, on était en national, on est redescendu en CFA, donc 4e division. Donc là, et puis après, on a commencé. Après, c'est la fameuse aventure. Après, on a commencé à regrimper d'une les montée tous les ans, c'est ça à peu Quasiment, ouais. Après, on a mis 2 ans pour remonter en national. Et puis du national, je crois qu'on a mis 2 ans pour monter en Ligue 2. Puis après, Ligue 2, moi, je me suis arrêté. Eux, ils sont montés directement en Ligue 1. Ah oui. Donc après la Ligue 2, c'était fini. Moi, j'ai fait la montée en Ligue 2. Ouais. Et puis, mon contrat n'a pas été renouvelé. Donc voilà, je me suis arrêté. Non, mais bon, ça arrive. Hein. Ça arrive, c'est la vie, il faut l'accepter aussi. C'est dur sur le coup, hein. C'est pas facile. Psychologiquement, justement. C'était pas évident. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça a été la fin de la carrière? Ou vous êtes allé ailleurs? J'avais 30 ans quand on est monté en Ligue 2. Ah ouais. Donc moi, je souhaitais continuer encore longtemps. Dans ma tête, je pensais jouer jusqu'à 35, 36, 37 ans parce que physiquement, j'étais affûté. J'étais bien. Et puis, encore des cheveux à l'époque, non? Pas beaucoup, non. Si vous retrouvez des photos ou si les gens regardent sur Internet, ils verront qu'il n'y avait pas beaucoup de cheveux. Comme vous regardez souvent le podcast, je suis très sensible à la coupe de cheveux de mes invités. Ouais, je sais que j'ai été choisi sur... et là, on a choisi, là, c'est un casting spécial coupe de cheveux. Quoi. C'est ça. J'ai vu que celui avant moi avait plus de cheveux. Oui. On en a un qui va arriver, là, il est rond, aussi. Non, je plaisante, évidemment. Donc, oui, à 30 ans, c'est un peu tôt, quoi. J'avais possibilité de rebondir ailleurs, j'avais des propositions et puis c'est le cœur qui a parlé. J'ai choisi de rester là pour madame. Donc, voilà. Madame que vous avez connue ici? Que j'ai connue ici. Ah oui. Donc, les Chablaisiens ne veulent pas partir. C'est pas une pure Chablaisienne non plus, mais voilà, on devait s'installer là et donc j'ai décidé de rester là. C'était un choix. Et puis derrière, voilà, j'ai été reconverti à l'Evian Resort. Et puis j'ai continué de jouer un petit peu avec l'équipe réserve une année. Oui, voilà, bon, ça c'est juste pour le fun, pour garder un peu le rythme. Ouais, c'est ça. Et reconverti à l'Evian Resort, mais dans quoi Dans l'hôtellerie, donc au départ. Alors, moi, tout ce qui est service, le service et tout, je connaissais pas du tout, je maîtrisais pas. Non. Donc, en fait, dans un service un peu à part, Hôtel Royal, Hôtel Hermitage, un service qui proposait des sorties, des activités aux clients. Oui, d'accord. Oui, là, ça c'est bien ça. Ouais, la rando, le VTT, on organisait du sur-mesure pour les clients. Oui. Donc c'était plutôt sympa. Oui. Et donc ça, vous l'avez fait un an 8 ans. 8 ans. 8 ans. 8 ans. Ah 8 ans. 8 ans, je suis resté 8 ans. Ah oui, donc c'était... c'était un vrai job, c'était ma première reconversion, on va dire. Ma première reconversion, oui, parce que je l'ai dit dans mon chapeau, est-ce qu'on a droit à une deuxième reconversion? On a tous droit à une deuxième reconversion, je pense. Avec le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question. Moi, c'était avant Covid déjà. Et donc, du coup, comment ça arrive, cette histoire de psychologie du sport? En fait, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. En fait, quand je jouais à Dieppe, donc c'était niveau amateur. Il y a fort longtemps. Ouais, niveau amateur, mais j'avais entre 22 et 24 ans. Et j'avais rencontré un gars là-bas qui était thérapeute, sophrologue. Ouais. Et puis je sais pas, il m'avait un peu orienté là-dessus entre le jeu, l'enjeu, enfin la pression qu'on pouvait se mettre
Et puis je sentais que parfois j'étais pas le même à l'entraînement qu'en match. Enfin voilà, je me posais des questions. Sur la réserve, Ouais, trop tendu. Ouais, pourtant j'avais l'impression d'être bien, mais les prestations n'étaient pas les mêmes que ce que je pouvais faire à l'entraînement. Et puis voilà, j'avais envie d'être aussi efficient en match qu'à l'entraînement. Bah oui. Donc voilà, je me posais des questions. Et puis c'est vrai que même au centre de formation, on n'a jamais été orienté vers ça. On commence à nous parler de diététique, d'alimentation, du sommeil, voilà, de la prépa physique, voilà, plutôt mécanique du corps, on va dire. Voilà. Mais tout ce qui était mental, bon, voilà, on n'en parlait pas en fait. Jamais. Donc, non, jamais. Parce que là, on est quoi dans les années 90. Ouais, enfin, c'est pas si et loin. Pourtant, quoi. le RC Lens, qui était quand même un des meilleurs clubs français, voilà, à l'époque. Mais aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi, je suis très content. Moi, quand je vois les résultats, je suis très content. Mais non, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Jamais au centre de formation, on a vu un prépa mental, jamais, ou un psychologue du sport, jamais. Et puis ouais, je sais pas, j'avais ça en tête depuis quelques temps. J'en parlais souvent à ma femme. Je disais j'ai envie de créer quelque chose, d'y aller en fait. Mais c'est vrai que bon, j'étais dans l'hôtellerie, j'étais installé, j'avais mon job. Me dire comment on bascule vers une nouvelle carrière. Quoi. Ben oui. Et ben en cherchant, en creusant un peu la tête. Mais non, mais parce que effectivement, on est installé. Alors, j'imagine qu'il y avait une maison, peut-être des enfants. Ouais. Bah, ça a été un choix de vie et un choix familial parce que bon, voilà, j'ai laissé tomber mon job à l'Evian Resort, donc qui est une belle maison, qui était une belle maison. Et puis je leur suis reconnaissant de ces années passées là-bas. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je m'épanouissais plus. Pendant 8 ans, c'était un cycle. C'était très bien ce que j'ai fait. J'ai appris beaucoup de choses. Monde du travail, on va dire pas le vrai travail, mais voilà, c'était autre chose que le foot, si tu veux. Quand tu es payé pour jouer au foot, et puis d'un coup, tu bascules dans vraiment la vie professionnelle, on va dire. Et puis là, ouais, j'avais envie de devenir préparateur mental. Donc au début, quand tu vas sur Internet, tu tapes devenir préparateur mental. Voilà, il te sort 36 pages. Les sectes. Parce qu'il y a un peu ça aussi. Ouais, il y avait ça aussi. Il y a plein de formations qui sortent et tu te dis, voilà, moi je voulais quelque chose de certifiant, de diplômant, quelque chose de sérieux. Quoi. Voilà, moi j'ai un diplôme, je le mets dans mon bureau. Ouais, c'est ça. Je suis pas un rigolo, moi. Non, mais les gens, après, voilà, même si aujourd'hui tu as envie qu'ils te fassent confiance et tu n'as pas envie de sortir ton diplôme quand tu arrives devant quelqu'un, mais voilà, que quand même le cursus soit sérieux. Et donc, je suis repassé par un diplôme universitaire. Ouais. Et puis, il y avait celui de Dijon, Clermont-Ferrand et Lille. Et j'ai choisi de faire celui de Lille. Comme par hasard. Comme par hasard. J'aurais pu découvrir Clermont, Dijon, mais non. Ouais, non. T'as Dijon, c'est chouette. Mais Genève, Lille, EasyJet. Voilà, puis, mes parents là-haut. Oui, plus facile. Je suis parti très jeune de chez mes parents. Ça, voilà. Je fais un peu câliner par maman. J'étais content le soir de rentrer, manger à la maison et tout. C'était sympa. Une petite, c'est fricadelle. Une petite fricadelle frite, un petit c'est tout ce que je connais en ch'ti. Ah ouais, c'est le maroilles, c'est le fromage. Voilà, mais c'est tout. La tarte au maroilles. Et donc, du coup, Lille. Et alors là, est-ce que vous aviez déjà arrêté de travailler ? Là, vous êtes parti sur un cursus. Ouais, alors début 2019, j'ai annoncé à l'Evian Resort que je voulais changer, que je voulais arrêter. Et puis derrière, il a fallu que je fasse les dossiers, que je monte les dossiers pour la formation. Donc le diplôme universitaire, voilà, il y avait des dossiers, c'était sélectionné aussi, c'était trié quand même. Donc tout le monde ne pouvait pas s'inscrire parce qu'il y avait un nombre de places limité. Et puis la chance à Lille, c'est aussi qu'ils ne prenaient pas que sur le cursus universitaire, parce que moi je m'étais arrêté au DUG. Et puis il y en a dans la formation qui étaient quand même déjà psy, qui étaient ostéo, qui étaient kiné, qui étaient coach en entreprise. Ouais. Et puis moi, mon parcours, mon profil plaisait aussi. Ouais, quand même. Donc voilà, j'ai été choisi et puis voilà, j'ai intégré le DU. Donc super. Et là, c'est quoi ? C'est 2 ans ? Un an. Un an, c'est juste. Ouais. Puis qui a été un peu tronqué à la fin parce que le Covid est arrivé. Oui. Donc là, ça fait quand même 1 an loin de ça. Non, c'était 1 semaine par mois. 1 semaine par mois, je montais dans le Nord. Donc après, j'étais là et alors c'est un peu égoïste ce que je vais dire. Peut-être pas, non, parce que l'égoïsme, voilà, c'est se faire du bien aussi à soi. Oui. Et c'était aussi profiter de la famille et prendre un peu de temps pour moi. Enfin voilà, parce que l'après-foot,
J'ai tout de suite enchaîné avec les Vieux Resorts, la construction de la maison, les Plein de enfants, choses. etc. Ouais. Et, Et puis donc c'est vrai voilà. que la vie de footballeur, c'est que même en deuxième division, c'est parce qu'on a quand même en France la meilleure deuxième division d'Europe, soi-disant. Mais ça, je ne sais pas, mais j'ai lu ça. Écoute, le niveau est Il excellent. paraît, En tout à cas, cause, le niveau est très très bon parce que des droits TV qui sont bien répartis ouais, entre puis les. tu vois la qualité des centres de formation en Oui, France fait que le niveau des deuxième, troisième, quatrième division, cinquième division, enfin si on c'est descend, assez élevé. c'est élevé. Et donc, du coup, la vie d'un footballeur professionnel en Ligue 2, c'est une vie aussi de patachon, enfin, si j'ose dire. C'est les Bah, déplacements, ouais, c'est il y beaucoup a sur la ça route. aussi, il y a ça aussi, les week-ends à l'hôtel quand tu es en déplacement, etc. Bon, après, tu reviens, tu es chez toi, mais bon, il faut, voilà, tout est orienté, on va dire, un peu foot quand même. Tu te reposes pour être en forme. Donc là, sur cette année d'études, finalement, c'est une période un peu plus posée. Vous prenez le temps. J'avais envie de prendre le temps, vivre des un choses peu. simples, quoi, d'aller promener le chien quand je voulais, d'aller amener le petit à l'école. J'avais envie de prendre le temps un petit peu aussi pour moi. Et puis d'être là le week-end. Non, mais à l'hôtel, je travaillais en général le dimanche, bah oui. des fois samedi, dimanche. Ouais. Et d'être là le week-end, de c'était reprendre important. un rythme de vie un peu normal. Et ça, ça, c'est bien. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend dans une formation de préparateur mental ? Alors, parce que c'est vrai qu'au début, c'est large. Hein. Quand tu arrives, tu dis bon, qu'est-ce qu'on va voir exactement. Quand tu reçois un petit peu le déroulé de l'année, tu dis ah ouais, c'est vaste, on va dire. Et puis même le premier jour, ils nous avait dit on va faire, je crois que c'était 160 heures. Ils nous avait dit on pourrait faire le double facilement parce que voilà. Donc c'est pas mal de théorie quand même. Oui. On n'est pas sur le terrain, on va dire, mais on a quand même pendant l'année, tu as 2 ou 3 sportifs à suivre pour ton mémoire que tu dois rendre à la fin de l'année. D'accord. Mais par contre, tu vas apprendre, donc au début, c'est plutôt les concepts. Alors, comment la gestion du stress, donc qu'est-ce que le stress, d'où ça vient, etc. La base, quoi. Ouais, voilà, on va commencer, on va dire, par de la théorie, et puis après, on va de plus en plus sur des outils, on va dire, pratiques. Donc les outils. Ouais, non, mais j'en sais rien, moi. Ouais. Non, mais après, on va, si tu veux, après, tu as différentes habiletés. Donc, on va dire, par exemple, la gestion du stress. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, tout ce qui est technique respiratoire, contrôle respiratoire, relaxation. Après, on va aller sur le discours interne, la façon de se parler à soi-même. Oui, parce que ce que j'allais dire, mais comme ça... bien souvent pour les gens, pour moi aussi, surtout pour Vincent, mais la préparation mentale, c'est se dire c'est bon, je vais y arriver. C'est une technique, mais voilà. C'est pas que ça. Enfin... Non, c'est pas que ça. non, c'est pas que ça. Mais c'est ce qu'on appelle le discours interne. C'est un des outils. Discours interne. Discours interne, ouais. C'est la un façon des dont outils, je me parle, ça va. La façon dont je me parle, ça va. Qui peut être orienté plutôt vers le calme, plutôt vers la confiance, plutôt vers la combativité en fonction de ce que je recherche à un certain moment. Si c'est avant, si c'est pendant, et puis si je suis trop stressé, si je suis pas assez stressé, en fonction de l'état aussi du sportif, de l'athlète. Parce que pour faire une perf, il faut être stressé un petit peu. Alors, un petit peu, il y en a qui... non, mais si tu veux, on va dire, bon, t'as les gens qui sont pas du tout stressés, ce qui est très rare quand même, dans le monde du sport. Mais voilà, en général, il y a une notion de dosage. On va appeler le stress positif, ce que certains appellent le stress positif, qui est le niveau d'activation. Il faut tomber dans la bonne zone d'activation, pas être trop stressé, pas être un peu apathique. Voilà, il faut tomber dans le bon dosage. C'est un peu comme le réglage du carbu, quoi. C'est un petit peu ça. L'entrée d'air. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et plus on est jeune, plus on apprend à se connaître et à ressentir les choses. Et plus on apprend à mettre des outils en face pour justement essayer de gérer, par exemple, le stress. Donc la gestion du stress. Ok, ça c'est, j'ai l'impression, primordial, parce qu'effectivement, si la veille de la compétition, j'ai mis trop de gaz, je dors pas. Mais c'est des fois une image que je prends pour certains jeunes sportifs. Je dis, c'est comme si tu étais pilote de Formule 1 et que la veille de la course, tu étais déjà sur la ligne de départ en train d'accélérer. Voilà. Le lendemain, le niveau de carburant, il sera peut-être plus assez haut. Pareil avec le stress, si t'es déjà ou l'anxiété, si t'es déjà en train de penser à ce que tu vas faire demain. Donc la préparation mentale, elle sert déjà à ça. Oui, on va dire ça, c'est juste une partie. Ça sert à arriver bien sûr. dans un état de fatigue acceptable. Ouais. Voilà, reposer, tout ça. C'est ça. Parce que
même pour un sportif du dimanche comme je peux l'être ou plein de gens, parfois si on s'est mis un objectif de course, une course un peu importante, la veille on dort mal. Quand on va passer son permis de conduire, par exemple qu'on est tout jeune, la veille on dort mal et puis du coup on arrive sur l'événement. Des fois il n'y a plus le bon niveau de carburant. On n'en profite pas. On n'en profite pas, on n'est pas dans l'instant, on galère, on lutte. On a plein d'idées négatives, plein de pensées qui vous traversent l'esprit. Et donc c'est pour ça que justement le lien était pas mal, parce que la prépa mentale n'est pas uniquement orientée pour les sportifs. C'est vrai que tu peux aussi le retranscrire dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui va passer son permis, ou un étudiant, un manager qui doit faire une conférence devant 150 personnes, 300 personnes. Imagine. Voilà, t'imagines, dans une salle. Donc voilà, mais c'est important. On a beaucoup de raisons dans sa vie professionnelle, personnelle, etc. Une demande en mariage. Une demande en mariage. Le mec qui prend un préparateur mental. Oui, parce qu'il est un peu stressé. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même beaucoup de raisons dans sa vie professionnelle ou sportive ou que sais-je, d'être stressé. Oui. Et donc avoir des repères, des outils, des techniques, des petites routines qui font que tu te sentiras mieux. Donc ça, ok, on gère le stress avec la préparation. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Déjà, la motivation. On va dire si déjà il y a quelque chose de socle. Mais qu'est-ce que c'est que la motivation? Qu'est-ce que la motivation, Nicolas? On va dire que c'est ce qui nous pousse à agir. D'accord. Ce qui te pousse à faire quelque chose. Je ne sais pas si demain on te dit il faut que tu jardines et tu n'aimes pas ça. Niveau motivation, va peut-être être très bas. Par contre, si on te dit il faut que tu ailles faire une randonnée en montagne avec des amis et que tu adores ça, le niveau de motivation va être plus haut. C'est ce qui te pousse à agir, à faire les choses. D'accord. C'est donc la motivation. C'est la motivation. C'est la description factuelle de la motivation. Ouais. Donc, le niveau de motivation est très important, et puis aussi la motivation, d'où elle vient. Par exemple, tu parlais de quelqu'un qui s'est fixé des objectifs. En fonction des objectifs qui sont fixés, parfois le niveau de motivation est peut-être pas assez élevé. Il faut voir avec le sportif d'où vient cette motivation. Est-ce qu'elle est intrinsèque? Est-ce qu'elle m'est vraiment personnelle, cette motivation? Est-ce que je fais les choses pour moi, pour me faire plaisir, pour performer, ou est-ce que c'est une motivation extrinsèque? Parce que j'ai envie de gagner de l'argent, parce que mes parents me poussent à faire ça, parce que j'ai la pression de mon coach ou de mes parents, Donc, quelle est ma motivation? Déjà, est-ce que c'est moi ou est-ce que ça vient d'extérieur? Ce sont déjà des bonnes questions, une bonne prise de conscience. D'où vient cette motivation et pourquoi je fais les choses? Mettre du sens sur ce que je fais. Pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je suis au centre de formation? Pourquoi? C'est souvent. Pourquoi? Non, mais pourquoi je fais ça en fait? Donc voilà, il y a déjà comment se fixer des objectifs. C'est une super première base. Quand on rencontre des sportifs, en général, on creuse un petit peu, on fait un entretien, on cherche un petit peu à savoir. Et puis après, la fixation d'objectifs est très importante. Alors ça peut arriver que les objectifs soient très bien posés. Voilà, à long terme, je veux faire ça, à moyen terme, c'est ça, à court terme, c'est ça. Super, parfait. Mais souvent, il faut déjà orienter la personne, l'aider. J'avais reçu ici cet été Johan Ibeka, qui est un jeune sportif. Tu le connais? J'étais en contact avec lui, je le connais bien. Je l'ai aidé un petit peu. Donc alors lui, il était effectivement très très carré. Je veux faire ci, ça, ci, ça, ci. Donc ça aide à avoir un préparateur pour se mettre dans ce... Le fait que les objectifs soient bien fixés, déjà ça oriente ta motivation, tout est en place. Donc mon objectif de résultat, les objectifs de processus, c'est-à-dire ce que je veux mettre au quotidien, ce que je veux mettre en place au quotidien pour arriver peut-être. Mais ça marche aussi pour un chef d'entreprise, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et même toi, par exemple, ton objectif c'est construire une maison. Non. Non. Alors c'est... Oui. Ouais, je veux dire oui. Comment je vais faire ça? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Aller voir la banque, négocier. Tout ce que tu mets en place, les processus pour arriver un jour à ton objectif. Un objectif. Voilà. De toute façon, tout part finalement d'un objectif. Tout part de là. J'ai envie de faire ça. Et je déroule mon truc. Si demain tu te dis juste je veux faire du sport ou je veux courir, la motivation, des fois, elle est... Mais pourquoi je fais ça? C'est quoi l'objectif? Pourquoi Parce que je veux perdre du poids? Parce que je veux réussir à passer sous les 3 heures au marathon? Ça je veux bien. Ça, c'est quoi l'objectif? Mais c'est pas possible. C'est quoi l'objectif? Donc non, mais c'est important dans la vie. Si t'as pas d'objectif. Donc on gère le stress avec la préparation mentale.
on met en ordre son mental, si j'ose dire, on essaie, par rapport à un objectif, voir comment on peut procéder, et déjà quel type d'objectif on a, etc. Et quel type de motivation, parce que on était là-dessus. Et ensuite, parce que Ensuite, par exemple, la confiance en soi. Confiance en soi qui est, on va dire, qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qui est très variable. C'est-à-dire que demain, tu dois faire de la mécanique. Que des trucs que je déteste. Je lis dans tes pensées. C'est incroyable. Tu dois faire de la mécanique. Alors, on dit, il faut que tu changes telle pièce. Enfin, la confiance va peut-être baisser parce que tu dis, mais j'ai jamais fait, je sais pas faire, ou alors je déteste ça, etc. Par contre, on te dit, il faut que tu enregistres un podcast, il faut que tu interviewes quelqu'un. La confiance en toi, tu l'as déjà fait, tu maîtrises. La confiance en toi va être différente. Donc voilà, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est aussi primordial, on va dire, pour les sportifs. Et on peut la travailler. Ouais, ça peut se travailler, ouais. Donc on travaille. Mais comment on travaille ça? Alors, on a le discours interne, ce qu'on disait tout à l'heure, on a différents petits outils. La visualisation. Donc l'imagerie mentale, aujourd'hui, c'est un outil qui est très très utilisé et qui donne des résultats probants. L'imagerie mentale. Qu'est-ce donc ça, Nicolas? Donc c'est dur à dire, ça. Ta capacité, on va dire, à te créer des images dans la tête. Dans la tête, au plus proche du réel. C'est-à-dire que, je sais pas, si tu fais du baseball ou tu fais du golf, on va prendre le golf à Évian, tu fais du golf. Tu sais frapper, par exemple, la balle, etc. Tu connais ton mouvement, etc. Mais le fait de le revisualiser, par exemple, tu es chez toi installé, le fait d'essayer de travailler un entraînement mental, de revisualiser ton geste, par exemple, on va dire que tu es sur de la visualisation, de l'imagerie mentale technique. Donc, mais on peut travailler sur la confiance avec ça. Par exemple, se replonger dans des scènes passées où tu as vécu, où tu as une scène de confiance, où tu as vécu quelque chose de positif. Tu étais heureux, tu étais en confiance, tu as parlé devant du monde, tu étais bien, tu étais facile. Voilà, on va essayer de te replonger là-dedans, avec les différents sens qui y sont liés, la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. Vraiment recréer quelque chose un peu comme dans un rêve, mais c'est toi qui maîtrises, c'est toi qui est maître. C'est toi qui génère les images. Exactement. Et ça, c'est susceptible de faire grandir ma confiance. Ouais, ça peut, si on travaille vraiment sur l'objectif de la confiance, ça peut, Parce que c'est ce que tu es en train de dire là, mais en vrai, ce qu'on explique, ok, c'est les grandes lignes, mais ce que je comprends de ce que tu dis, alors tu remarques que je viens de te tutoyer, donc j'ai basculé là, ça y est. Enfin, moi, je crois que je t'ai tutoyé depuis le début. Depuis le départ. Mais tu n'as pas vu dans mes yeux que j'étais contre. Je sentais une réticence. Je plaisante. Mais en vrai, c'est un travail que tu fais avec une personne, avec quelqu'un. Parce que là, on donne des grandes combines, oui, mais bien sûr. Mais en vrai, tout ne va pas sans doute avec tout le monde, etc. Quoi. Quand on est arrivé au DU, au diplôme universitaire, c'est vrai que nos formateurs nous ont dit, si vous allez voir un médecin et qui donne de l'aspirine à tous ses patients, c'est pas un bon médecin. C'est-à-dire que... le mien fait ça. Non, mais c'est vrai que c'est au cas par cas. Oui. C'est du sur-mesure. Parce que je l'ai dit aussi, et c'est là que j'aimerais t'emmener. Psychologie, le mot psychologie. Alors, est-ce que tu es psychologue? Non, pas du tout. Bonne question. Non, je ne suis pas psychologue. Non. Mais ça se voit. Non. Ce sont deux choses différentes. Bien sûr. Donc, on peut être psychologue du sport et aussi préparateur mental. Donc, les deux ne sont pas incompatibles. On peut être psychologue et préparateur mental. C'est pas incompatible. Ça va. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, le préparateur mental n'a pas le droit de venir travailler sur des choses personnelles. C'est-à-dire que des fois, tu peux être au courant. C'est-à-dire que le sportif te fait... des fois, on est un peu dans la les révélations, dans la confidence, et te fait des confidences sur ce qui se passe peut-être dans sa vie perso, avec sa chérie ou son chéri, Mais tu n'as pas le droit de venir travailler là-dessus. C'est pas ton job. Le psychologue va travailler sur le côté personnel. Nous, préparateurs mentaux, on reste sur le côté sportif. Donc on est là pour aider la personne à optimiser sa performance. Donc on est vraiment dans une idée de performance, d'épanouissement, de bien-être, bien sûr, c'est très important, mais on ne travaille pas sur le côté perso. Oui, parce que le sportif, c'est quand même une globalité. Oui, c'est pour ça qu'il faut prendre la personne dans sa globalité. Donc voilà, la frontière parfois est très fine et très mince. Mais voilà. D'accord. Donc toi, tu n'es pas psychologue, tu es préparateur mental. Préparateur mental. Donc il faut bien faire la différence. Mais j'en parle toujours aux sportifs, je leur dis toujours. Et donc on est bien d'accord que voilà, ton message va s'adapter.
Et ta pratique va s'adapter et tes conseils vont s'adapter suivant le type de personne avec qui tu es, quoi. Exactement. Si, par exemple, c'est un jeune sportif qui a du mal à gérer ses émotions, et par exemple, si je vois le lendemain une autre sportive, Lionel Messi, et Lionel Messi qui lui a un manque de motivation, par exemple, voilà, je dis ça comme ça, oui, on sait mais pas. on n'est pas du tout sur Bien sûr. le même cas, et enfin voilà, on ne sera pas sur les mêmes outils. Donc voilà, il y a une part de psychologie dans ce qu'on fait, parce que voilà, il faut pas être trop terre à terre et brut de décoffrage et dire bon, ben, on va faire tel outil, tel outil, tel outil. Tu es obligé de ressentir, d'écouter la personne, de ressentir ce dont tu as besoin à un instant T. Mais effectivement, de l'un à l'autre, enfin voilà, on sera pas du tout dans les mêmes problématiques ou dans les mêmes cas. Ouais. Donc la façon que tu vas avoir d'aborder les uns et les autres, oui, sera totalement différente. Ouais. Bon, parfois, il y a des similitudes, ça c'est clair. Enfin, souvent, chez certains sportifs, le manque de confiance ou le problème de gestion du stress juste avant la compète, ça revient assez souvent. Et c'est normal, je veux dire, c'est souvent quelques problématiques, mais il peut y avoir d'autres choses qui entrent en jeu. Oui, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'on cantonne le préparateur mental à ça, justement. Juste le stress d'avant compète, enfin avant et puis pendant. Et puis voilà, un peu la confiance en soi. T'es un winner. C'est un peu ces images qu'on a. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est pas que ça, quand même. Non, c'est pas que ça. Donc on parlait de la fixation d'objectifs, donc de tout ce qui est motivation, autodétermination. On va parler de confiance en soi, on va parler d'engagement, d'implication, ce que je mets au quotidien voilà, pour m'entraîner correctement et être prêt. Voilà. Il va y avoir la gestion du stress, la peur de rater et d'échouer aussi, le regard des autres, la peur de décevoir mes parents, la peur de décevoir mon entourage. Il va y avoir tout ce qui est activation. Comment avoir le bon niveau d'activation. Qu'est-ce que c'est, activation ? C'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure, le stress positif, si tu veux. D'accord. Donc voilà. Mais ça s'appelle activation. Activation. Bon, donc je savais pas. C'est pas mal. C'est pas mal. L'imagerie mentale. Donc voilà, c'est essayer de trouver les ressources chez le sportif. Parce que on va pas inventer des choses. C'est-à-dire que souvent le sportif ou la sportive, je dis au masculin. Oui. J'ai pris le masculin depuis tout à l'heure, mais le sportif ou la sportive a ses ressources en elle. Et il faut essayer de développer ça en fait. Et c'est ça que tu cherches dans tes entretiens. Ouais. Parce tu cherches quel ressort tu vas pouvoir activer. C'est ça. Souvent je leur dis, enfin voilà, vous avez ces ressources. Et aujourd'hui, voilà, c'est comment mettre les choses en place. Donc c'est pas de la magie, hein. C'est pas magique et c'est pas en une séance. Non. Voilà, parce que ça a été aussi pas des dérives, mais ça a été un peu une image qui a été tronquée aussi depuis, je pense, pas mal de temps, où le préparateur mental arrive et puis tout va aller mieux, ça va bien se passer, bon. C'est tout bon. Tout bon, on a pris un préparateur mental. C'est bon. Parce que finalement, c'est le travail du sportif. C'est le travail du sportif. Nous, on participe à la performance, on va l'aider à aller, mais comme le préparateur physique, comme le diététicien, comme le kiné. Voilà, on est un membre du staff ou on est une pièce. Et puis quand je dis c'est son travail, c'est son travail personnel sur cette recherche des ressorts. Exactement. Et donc, chez Vincent, par exemple, ça peut être très très rapide. Il trouverait non, très lent, et moi plus rapide, ou vice versa. C'est pour dire que. Voilà. Après, c'est ça. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. C'est pas parce qu'on a travaillé un jour un atelier imagerie mentale, visualisation, que le samedi ça marche. Le samedi c'est bon, c'est fait, je sais visualiser. Voilà. Faut répéter les outils, ça se répète. C'est pas parce qu'une fois on a fait une technique de respiration, c'est pas parce qu'une fois on a fait une séance un peu hypnose donc on a fixé une fois les objectifs. Tu fais de l'hypnose ? Moi j'ai fait une formation à côté pour avoir quelques bases en hypnose. Tu hypnotises les gens ? En fait l'imagerie mentale s'en rapproche vachement. D'accord. C'est essayer de plonger les gens dans un état de conscience. Dans autre chose. Voilà. Où on est bien. Où on va venir travailler un petit peu sur plutôt ce qui est le subconscient. Voilà. Donc, c'est des petits réglages à faire, mais par contre, il faut de la répétition. Il faut de la répétition. C'est pas parce que je me parle une fois moi-même en me disant je suis un winner que ça va marcher. Donc voilà, il y a des choses à mettre en place. Puis il faut essayer de les mettre en place à la maison. Il faut essayer de les mettre en place à l'entraînement. Dans sa vie. À la première compétition, c'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut baisser les bras. Il faut persévérer.
Du coup, avec tous ces petits outils dont on parle, comment ça se passe une séance, la toute première, on va dire. Voilà, Vincent est un jeune sportif, boxeur. Ouais. Boxeur. Ouais. Bon, sauf que voilà, il arrive toujours en compétition, il s'en prend 2 et bim. Comment ça se passe? Ça, c'est son problème, il arrive et il explique ça. Donc lui, s'il fait appel à moi, donc, on se rencontre. Et il aura peut-être son diagnostic à lui en me disant, voilà, moi, ce que je ressens, je pense que je dois travailler ça, je pense que je dois travailler ci. Moi, j'ai envie de me faire mon propre avis. Ouais. Donc voilà, premier rendez-vous, ça va être un entretien, on va discuter. Et puis voir un petit peu son parcours, on en parlait tout à l'heure, sa vie perso aussi, et puis son parcours sportif. Voir comment il s'est construit, ce qu'il ressent à l'entraînement, comment ça se passe, ce qu'il ressent en compétition, quels sont selon lui ses points forts, ses points faibles, etc. Ouais. Ses ressentis. Donc ça peut durer. Ça dure assez longtemps la première séance, parce que c'est un entretien assez approfondi. Et puis on a quelques tests à côté, donc voilà, où on va venir mesurer des habiletés. Alors justement, un petit peu les niveaux de confiance, les niveaux de... Ça peut se mesurer. Ouais, ça peut se mesurer. On a des outils où si le sportif joue le jeu et puis répond, on va dire honnêtement, voilà, sans vouloir me prouver qu'il sait gérer son stress et voilà, s'il n'oriente pas ses réponses. S'il savait le faire, il serait pas là. Ouais, normalement, ouais. Donc s'il est honnête dans ses réponses, ça nous donne des indicateurs aussi. Donc on va faire une compilation de tout ça. Et puis on arrive à avoir après nous notre propre diagnostic. Donc voilà. Et puis je lui dirais, écoute, moi je pense que voilà, mon diagnostic c'est ça. Oui, effectivement, tu as peut-être des problèmes à gérer ton stress, mais je pense qu'aussi le regard de tes proches est peut-être impactant sur... Vincent, c'est sa mère surtout. Martine. Je la connais pas encore, mais... Elle est dure avec lui. Deuxième entretien, peut-être elle viendra. Ah, ça c'est intéressant ce que tu dis. Si vraiment... Le problème majeur, là on plaisante évidemment, mais de Vincent, c'était sa mère, tu dis, on la fera venir. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors moi, c'est intéressant. Quand c'est un adulte qui vient vers moi, pas de souci, on se rencontre entre adultes. Par contre, quand ce sont des jeunes, des ados, j'ai eu pas mal de demandes. J'aime beaucoup rencontrer les parents. Oui, d'accord, pour les ados. Voilà, au début, on se rencontre tous déjà pour que le sportif, la jeune sportive soit en confiance déjà. Et puis expliquer la différence entre psy, préparateur mental, etc. Ça, c'est important. Et puis j'aime bien voir le cadre familial quand même. Oui. Puis moi, comme ça, j'ai aussi mon ressenti. Ça donne des pistes. Ça donne des pistes. Qui peut-être a choisi ce sport, qui a peut-être un peu orienté, qui accompagne à l'entraînement, qui pousse un peu le jour de la compète. Voilà, moi après j'ai aussi mes ressentis. Après, si vraiment le problème venait des parents, oui. Et c'est facile à dire ça. À Martine, vous êtes un peu relou. Il faut le lâcher un peu. Ouais, c'est pas facile. Mais comme quand tu es éducateur, je veux dire, j'entraîne les jeunes à linge. Et c'est vrai que quand tu es éducateur et que tu as des parents sur le côté qui parfois ont des comportements ou des paroles qui vont dépasser un petit peu le cadre qu'on s'était fixé. Voilà, si là le sportif me dit je pleure parce que papa ou maman m'a dit ça avant le match ou après le match, si tu marres pas, dans la pas de voiture. saucisse. Ouais, non mais voilà, mais il y a ça. Le débrief d'après match peut être quelque chose pas traumatisant, mais ça peut être compliqué, Et déjà tout jeune quoi. Mais tout jeune, ouais. Et ça peut être compliqué pour des jeunes sportifs déjà, on va dire de se projeter sur l'après-match et se dire waouh, le retour dans la voiture. J'ai pas envie de rentrer. Pas envie de rentrer, ça va être compliqué. Ça craint. Non, et ça arrive. Beaucoup. Même dans des petits clubs, chez les enfants, avec les enfants. Bien sûr. Et donc du coup, toi, tu accordes ou apportes une oreille très attentive à tout ça auprès de tes jeunes. Auprès de mes jeunes, mais dans la majorité des cas, je veux dire, ce sont les parents souvent qui ont fait la démarche aussi de venir me trouver. D'accord. Donc ils ont quand même une démarche qui est saine et qui est réfléchie. Donc ce sont souvent des gens qui sont bienveillants et qui ont même si parfois on n'est pas parfait quand on est parent. Non. Ça se saurait. Voilà. Donc on fait tous des choses, on dit tous des choses. Des fois on regrette un peu, mais c'est même le non-verbal quand on est sur le côté du terrain et puis tu vois.
Qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà, c'est même le non-verbal, mais il suffit que ton enfant t'ait vu. Oui, mais c'est horrible. Donc voilà, c'est horrible. Mais on fait tous des erreurs. Mais en général, les parents qui viennent me trouver sont très bienveillants et voilà, sont des gens bien. Parce que là, aujourd'hui, donc du coup, ta deuxième conversion professionnelle, elle est entamée. Aujourd'hui, Ouais, je suis à 100%. Tu es professionnel. Ouais, je suis à 100% préparateur mental. Et pour qui tu opères là actuellement? Donc là, j'opère pour. Je rappelle que tu n'es pas chirurgien. Non, donc non. Donc là, j'ai pas le scalpel aujourd'hui. Non, j'interviens auprès de sportifs individuels. D'accord. Donc voilà. Mais des sportifs du dimanche ou... Alors voilà. Enfin... C'est une bonne question parce que tout à l'heure j'allais rebondir dessus. Ouais. La prépa mentale, c'est pas réservé uniquement pour le haut niveau. D'accord. C'est-à-dire que Teddy Riner a une préparatrice mentale. Il y a plein de sportifs à très haut niveau qui ont des préparateurs mentaux. Mais par contre... Parce que la base aujourd'hui, parce qu'on le disait tout à l'heure au tout début de notre entretien, quand toi tu as démarré, parce que c'était du haut niveau quand même, quand tu es dans un centre quand tu fais de ça formation, que tous les jours, cet aspect-là était absolument pas traité. Aujourd'hui, il est au même titre qu'un nutritionniste. Ça rentre. Alors, si on parle football, c'est un petit peu de mal, mais ça rentre quand même, ça commence. Il y a des clubs comme Nice qui ont été précurseurs au foot, l'OGC Nice. Ouais. Il y a le RC Lens en ce moment qui fait de très belles choses avec son entraîneur Franck Hez du championnat. Non, mais je sais qu'il est assez axé sur le mental. Je sais qu'il y a une. Donc ça, dans le football, ça rentre. Ça rentre petit à petit. Il y a des sports qui sont en avance. Après, sur les sports individuels. Sur les sports individuels, on est un peu plus en avant. Tennis, golf, équitation, Formule 1, athlétisme. Voilà. Le judo. Judo, voilà. Donc, c'était quoi la question initiale? La question initiale était. Il y a du très haut niveau la préparation mentale est rentrée dans les mœurs. Ouais. Et tu me disais que cet aspect-là de la préparation du champion, entre guillemets, n'était pas que réservé au haut niveau aujourd'hui. Exact. Enfin, c'était là-dessus que tu voulais aller. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un message parce que souvent les gens vont entendre ce podcast ou vont lire quelque chose dans un journal, même dans l'équipe, etc. Et vont se dire c'est réservé à l'élite. Mais non. Si quelqu'un veut se faire accompagner pour son objectif, finir le marathon de Berlin, je sais pas. Devant Eliud. Donc là où le préparateur mental intervient pour lui dire t'es sûr que l'objectif est bien cadré, est bien ciblé. Ah oui, tu vois, ça servira à quelque chose. Non, mais c'est très important. Il faut que l'objectif soit haut pour que la motivation. Voilà, donc moi, en tant que sportif du dimanche, par exemple, tu peux, bien sûr. J'ai envie de faire une course, je sais pas quoi. Un marathon ou par exemple, chose comme ça. Je me prends un coach sportif. Aujourd'hui, c'est possible parce qu'il va m'aider. Voilà. Mais je peux aussi avoir mon préparateur. Bien sûr. Et là, on se voit tous les combien? Comment ça se passe? Tous les 10 jours, 15 jours. Tous les 10 jours, tous les 2 semaines à peu près. Moi, j'aime bien tous les 10 jours. C'est bien, je trouve, tous les 2 semaines parce que c'est bien qu'il n'y ait pas trop de laps de temps pour vérifier que justement le sportif ou la sportive a bien mis en place. Et bien fait ses devoirs. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as fait les devoirs maison? J'aime bien j'envoie pas mal de petits messages pendant la course. Qu'est-ce que tu fous, feignant? Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous, feignant? Après les courses ou après les compètes, j'aime bien envoyer des petits messages. Puis la semaine aussi, comment tu vas, comment tu te sens, comment ça se passe en ce moment, etc. Et donc là aujourd'hui dans la région, donc tu l'as dit, des sportifs donc individuels. Et tu travailles aussi pour des équipes Ouais. Donc là on va commencer avec les Black Panthers foot américain. Oui, bien sûr, Ben Sirouet et sa bande. Ouais, ça me tenait à cœur. Donc au tout début que je me suis lancé, je les ai démarchés. Je suis venu taper à la porte. Il n'y a pas de... Et puis il m'a ouvert grand les bras sans vraiment me connaître et il m'a dit écoute, moi ça me tente. On en discute et tout. Donc, il est curieux de ces choses-là, friand. Franchement. Il veut pousser toujours son équipe. Franchement, Benoît, on peut lui tirer le chapeau. Ah oui. Non, mais le fait. Non. Sinon, on va s'arrêter au chapeau. Non, je pensais que tu allais dire autre chose. Non, chapeau, oui, on peut. Non, mais le fait d'être ouvert déjà, d'être intéressé, d'être curieux, de s'intéresser parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, etc. Et encore aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment commencé parce que l'année passée, il y a eu le Covid, donc saison blanche pour eux. Très difficile à gérer pour un club.
Parce que bon, là, pour le coup, et ce sera pour l'équipe 1 ou pour l'instant, pour l'équipe 1. Ouais. Et puis, on verra par la suite, soit avec les féminines, soit avec les jeunes qui sont juste derrière. Donc on va voir. On va déjà démarrer avec l'équipe première. Et là, oui, la saison, ça démarre pas tout de suite. Non, eux, c'est en février championnat. C'est ça, donc là, ils sont déjà en préparation physique. Physique, plutôt. Ils ont besoin. Il y a une grosse préparation Faut pousser physique. Un peu de fonte. Ouais. Donc il y a tout ce qui se fait en salle et puis tout ce qui se fait en extérieur. Donc ils ont. Et toi, tu interviendras au moment où, un peu avant la compétition. Là, bientôt, fin novembre, on va commencer parce que on le disait, le préparateur mental, c'est pas juste avant la compète et on fait une séance tous ensemble et puis c'est bon, on est prêt mentalement. Non, c'est une préparation. C'est comme la prépa physique. C'est pas parce que d'où le nom préparateur mental. Non, mais c'est important. C'est vrai que c'est pas avant d'aller au JO, c'est pas parce que tu fais une séance de prépa physique que tu es prêt pour aller au JO. Donc préparation mentale, c'est pareil, préparation. Donc c'est un entraînement. Donc donc on va commencer la fin du mois. De novembre. Fin du mois de novembre. Comme ça, fin novembre, décembre, janvier, février, on va commencer à étaler les sessions. Et puis dans une équipe de football américain, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Parce que, on dit une équipe, mais une équipe, c'est une somme d'individus. Donc j'imagine que ça se passe avec des individus, principalement. C'est vrai que la préparation mentale, comme on le disait tout à l'heure, est plutôt ciblée sur de l'individuel. Au départ, c'est individualisé, c'est du sur-mesure, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais on peut essayer d'intervenir auprès d'un collectif aussi. Ah oui. Pour, là, on va travailler aussi sur la communication, la cohésion. Et puis après, il y a des outils qu'on fait parfois avec des individuels, même des outils de confiance en soi, ou des outils d'imagerie mentale, ou même sur tout ce qui est aujourd'hui concentration, donc la pleine conscience, etc. C'est des choses qu'on peut retranscrire sur le groupe dans sa globalité, ou sur des petits groupes de 10, 12, 15, 20. On peut essayer de faire des petits ateliers en commun. D'accord. Donc c'est plus, ce sera plus un travail sur le groupe et peut-être individu par individu c'est l'objectif. S'il y a besoin. C'est de faire sur le groupe en entier, sur tout ce qui est cohésion, communication, motivation. Après, on fera des sous-groupes et puis on travaillera aussi sur l'individuel. Et puis en termes d'équipe, tu as d'autres projets aussi j'interviens auprès du club de tennis d'Allinges. D'accord. Donc voilà. Qui va gagner Roland Garros. C'est ça. Il y a des petits jeunes qui vont gagner. Alors peut-être pas cette année, mais pareil, ils ont été top parce qu'ils sont très ouverts à ça aussi. Et est-ce que alors je sais pas si tu as commencé depuis longtemps avec eux ou non, pas longtemps. Pas longtemps. Non, je voulais avoir justement ton avis sur le fait que ça aille mieux, qu'ils avancent. Mais si tu viens juste de commencer. Alors l'an passé, je suis intervenu auprès du FC Annecy foot. Le foot, qui a cartonné l'année dernière. Donc qui était pas bien à un moment donné, qui était dernier, mais ils ont cartonné sur la deuxième partie de saison. Quand t'es venu. C'est ça. Non. Alors comme on disait tout à l'heure, c'est eux qui ont fait la performance. Oui, on est bien d'accord. Mais franchement, c'est à eux qu'il faut tirer. À la fin de saison, à partir du milieu de saison, ils ont commencé à. Donc il y avait eu un changement de staff et les nouveaux coachs ont fait appel à moi. Donc je suis arrivé, je connaissais pas les gars, etc. Donc pareil, il a fallu créer aussi des affinités, il a fallu créer quelque chose. Et puis ça s'est mis en place progressivement. Donc je suis intervenu à partir de février. Et puis voilà, on a travaillé, on a testé des choses. Puis écoute, les gars ont été super parce que on a toujours aussi une image du foot. Alors je vais pas défendre et prêcher pour ma paroisse, mais les gars ont été top, ont été vraiment à l'écoute, proactifs. Et on a travaillé, et puis peut-être eux aussi ont eu quelques prises de conscience sur certaines. Alors je dis pas qu'ils sont peut-être tout le temps concentrés sur toutes les séances, mais ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Toi, on vient semer des petites graines par-ci par-là, et puis eux ils prennent ce qu'ils veulent prendre. Et puis des fois il y a peut-être un truc qui rentre, ils disent peut-être il a pas tort, ou ça c'était bien ce qu'on a fait, etc. Et puis voilà, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Et du coup, alors oui, évidemment, j'ai pas suivi leur championnat complet, mais si, j'ai en mémoire ça. Qu'en fin de saison, ils ont fait une super série. Ils ont fait 10 ou 11 matchs sans défaite. Il y a eu quelque chose de. Ils se sont sauvés. Et c'était super, c'était franchement c'était un peu comme une épopée. Donc évidemment tu n'étais pas à 100% mais responsable de ça, mais tu avais ta part quand même. Je suis intervenu et puis on va dire que le staff m'a fait confiance. Je suis intervenu et puis il y a une petite part peut-être. On sait pas, c'est pas quantifiable si tu veux. Donc Donc voilà, il y a toujours il y a des gens qui vont être pour, qui vont se dire il faut, je suis sûr que ça marche, etc. Puis
Il y a d'autres qui diront, en même temps, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Tu fais juste, finalement, à un moment donné, alors je sais pas, peut-être je me trompe, mais tu mets les gens en face d'eux-mêmes, quoi. Bah, parfois, oui. Parfois, oui. Même quand tu es pro, et on va revenir sur la motivation, par exemple, de se dire, est-ce que tu étais vraiment impliqué aujourd'hui? Est-ce que tu étais vraiment déterminé? Et que tu étais à 100% de ton potentiel du jour? Ah non, t'as raison. Ou est-ce que tu as fait, Ouais. ou est-ce que tu as joué le branleur? Ouais. Non, t'as raison, j'y étais peut-être pas vraiment et tout. Est-ce que tu étais vraiment concentré enfin voilà, sur cette période pendant l'entraînement? À un moment, j'ai vu que tu étais un peu ailleurs. T'étais concentré, t'étais là? Ouais, parce que toi, tu assistes aux entraînements. Ouais, j'aime tu bien les regardes aller, tous. ouais, j'aime bien aller un peu sur le terrain parce Ouais. que bah, ça me donne aussi, Ouais. ça me nourrit, hein, ça me donne Ouais. des billes et puis comme ça, j'observe les comportements des uns et des autres. Et après, parfois, quand je les ai en entretien individuel aussi, ben voilà, j'essaie d'avoir une bonne mémoire, hein, j'essaie de travailler ça aussi, puis ça me revient, puis je me dis ouais, je me fais un tel match, ouais, a priori, voilà. c'est ton métier, donc. Ouais, puis bon, bah, quand t'es sportif, moi ça me touche. Alors, je suis content d'intervenir dans différents sports, que ce soit avec les individuels ou là avec les clubs, parce que voilà, chaque sport a aussi ses particularités. Que ce soit du foot ou que ce soit du tennis ou que ce soit du foot américain, c'est complètement différent. Ah oui. Enfin voilà, donc. Enfin, c'est différent, mais en même temps, il y a un fil conducteur quand même. Ouais, il y a un fil conducteur et d'avoir cette fibre sportive. Moi, enfin voilà, ça me questionne aussi et puis ça me pousse aussi à m'améliorer, à m'intéresser à certains sports. Je suis pas golfeur, mais si j'interviens auprès de golfeurs, ben voilà, je regarde quand même, je m'intéresse. Ouais, Rien qu'au terme technique, la voilà. mécanique du sport. Bien sûr. Ah oui, bah c'est important. Bien sûr, pour savoir où se place la concentration. Bien sûr, c'est un effort qui dure 5 heures. Et tu as des pics de concentration, t'en as d'autres, enfin, en fonction de la météo, etc. Alors que c'est dur comme sport, ça, hein, très dur, le golf. Hein, au niveau de la concentration, enfin, tu vois, le nombre de pensées qui peuvent te passer par la tête en 4h30, 5 heures d'effort, alors qu'un sprinter, on reprend le cas de Johan, 10 ça secondes, dure 77. 10 secondes. Donc voilà, mieux que ça, je pense. Allez, va t'en vouloir. Non, voilà, mieux que ça. 40. Ouais, on doit être aux alentours de 10, 30, 10, 40, 10, 40. 10, 41, ouais, 41. Mais donc, tu vois, l'effort est tellement court et intense que lui, c'est plutôt l'avant qu'il faut gérer. Sûr. Donc le golf, ça va être pendant, etc. Donc, oui, chaque sport a ses spécificités. Ses spécificités. Ses gestes techniques, ces moments où il faut être concentré au maximum. Bien sûr. Donc ça, toi, tu regardes, tu t'intéresses. J'essaie de m'intéresser à ça. Et puis, c'est la base, quoi. Ouais, c'est la base. Parce que, non, mais c'est clair. Mais si tu rencontres, je sais pas moi, un hockeyeur et que tu lui parles comme une danseuse. Ouais, voilà, non, mais tu sais pas. Il y a moyen de se prendre un coup de crosse quand même. Ouais, peut-être. Donc tu sais pas ce que c'est le hockey, enfin tu connais rien et tout, donc tu essaies au moins d'aller sur internet, te regarder un match ou de regarder des actions. Donc toi, à la base, il y a aussi ça, cette passion pour le sport. Pour le sport. Voilà. Avant, c'est vrai qu'il y a eu une époque où quand j'ouvrais l'équipe, bah, des fois je m'arrêtais aux pages foot, je regardais un peu l'athlé parce que j'aimais bien, ou des fois le rugby, etc. Mais là, j'aime bien aller jusqu'au bout parce que des fois, il y a des articles sur certains sportifs ou sportives des judokas, des tireurs à l'arc, des fois des tu sports. Tu continues à remplir ta base de données. Je regarde et puis parfois il y a des petits trucs qui touchent au mental et enfin toujours très intéressant. Donc c'est hyper intéressant. Oui, parce que qu'est-ce qui fait la différence à la fin? Non, mais c'est une super question, parce qu'on a beaucoup travaillé le physique, la technique. Aujourd'hui, des athlètes... La robotisation du geste, tout ça. La répétition. Nous aussi, on est là, préparateurs mentaux, pour faire comprendre aux sportifs que c'est très important de répéter, pour être le plus automatique possible en compète. Mais effectivement, quand tu lis des interviews dans l'équipe ou quand tu écoutes des interviews, souvent on dit c'est le mental qui a fait la différence, tout s'est joué au mental, ou de toute façon notre perf, nous c'est 60% de mental, 70% de mental. Et donc tu te dis mais en fait c'est le mental qui fait la diff ou... Oui, donc... mais et puis qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Est-ce que pendant 60% du temps il s'est répété je suis un winner? Non mais c'est ça, c'est pour ça c'est pas quantifiable. C'est pas quantifiable. C'est juste un des piliers prépondérants de la performance ou on va dire de la performance générale de l'athlète. Le physique, la technique, la tactique, et puis le quatrième, c'est le mental. Ça, c'est sûr et certain. Et là, on a le quatuor. Ouais, là, t'as le quatuor. Ouais. Et puis, un peu de chance aussi, parfois. Parfois, oui. Après, moi, la chance, oui et non, parce que des fois, quand des sportifs me disent, mais t'as vu, lui, il joue à tel niveau, et puis j'ai joué contre lui, je le battais, ou quoi, donc...
Oui, il y a peut-être un petit facteur chance ou des fois être sur la bonne compète au bon moment, Voilà. etc. Il y a tel agent qui m'a repéré, il y a tel club qui l'a repéré, etc. Alignement de planètes. Alignement des planètes. Mais la chance, je crois plutôt aux Souris notions aux audacieux. Ouais, je crois plutôt aux notions du travail et de la motivation. Ce que je dis souvent à mes sportifs, le talent, c'est surtout une grosse Oui, dose parce de que quelqu'un motivation et qui a une des grosse dose de performances, travail. un jour ou l'autre, il sera repéré. Ouais, Si on prend le cas de, par exemple, Monsieur Ribéry, ouais, c'était quoi son non, prénom Franck. Franck, oui. Non, Franck, c'est un Franck bon exemple. Ribéry, qui C'est a un bon été... exemple. Il était au centre de formation Lille. On lui dit, bah écoute, ça le fait pas. Il retourne à Boulogne-sur-Mer, son club formateur, dans Ouais. sa famille, etc. Bon, et puis ben quelque part, il retourne là-bas, il joue en national. Après, je crois qu'il va à Brest, toujours en Ouais, enfin, national. voilà, Enfin, il galère, voilà, quoi. le mec il s'accroche, mais déjà quand il est en national, on dit il y a un super joueur en national qui, enfin voilà, il a le Mm. niveau au-dessus. Mm. Je crois qu'après il part direct en Ligue 1 à Metz, et puis voilà. Mm. Mais t'en as plein aujourd'hui des cas comme ça, et puis ouais, des joueurs qui s'accrochent. Alors là, on parle de foot, mais quand je dis joueur ou athlète, c'est Oui, multisport, hein. oui. Je pense qu'il faut continuer d'y croire. Il faut Mm. continuer d'y croire et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Talent, c'est. Alors oui, effectivement, à la base, il y en a peut-être certains qui ont des qualités intrinsèques parce que les fibres musculaires, parce Oui, que bah oui, quand même ça. l'éducation, parce que la chance d'avoir été en centre de formation parfois fait que tu es peut-être un peu en avance sur d'autres à une certaine époque. Mais si tu répètes, si tu es motivé, si tu t'accroches, je pense qu'il y a, Le il y a travail, moyen de combler parfois ce petit déficit technique ou ouais, le la travail, valeur de travail. la valeur du travail. Non, non, mais c'est important. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, Nicolas, pour la suite? Écoute, déjà d'être épanoui. Ouais. Moi, j'essaie de transmettre ce message aux athlètes que j'accompagne, mais pour moi-même aussi d'être épanoui. Et aujourd'hui, je le suis dans ce que je fais. Alors, c'est une remise en question perpétuelle, parce que tu te dis, est-ce que j'ai été bon? Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait avec cet athlète? Est-ce que je cible bien vraiment ce que je suis en train de faire, etc. Mais tu essaies d'avoir, comme le sportif, j'essaie d'avoir confiance en moi. T'as aussi un préparateur Ouais, tu vois, je prends un préparateur. Je sais pas. Non, non, mais en tout cas, je prends du plaisir. Je prends du plaisir et c'est la base aussi avec la motivation. J'étais motivé pour faire ce que j'ai fait. Mhm. Ça a été un choix fort de vie. Ah oui, quand même, ouais. Mais aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir, je suis épanoui. Et enfin voilà, j'espère le faire le plus longtemps possible, de réussir à en vivre, de réussir à m'épanouir, de réussir à continuer d'accompagner des clubs et des sportifs, des sportives qui continuent de me faire confiance, quoi. Et voilà, écoute, d'être heureux tout simplement. Être heureux, tout Être simplement. heureux. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous, merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir.